Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats des sénateurs. Mardi dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi contre les casseurs dans les manifestations, un texte déposé par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Et avec ce texte, la droite sénatoriale vise en particulier les Black Blocs, ces groupes d'individus cagoulés en marge des cortèges qui dégradent des bâtiments et s'en prennent aux forces de l'ordre. Ce texte prévoit par exemple d'instaurer des fouilles à l'entrée des cortèges de manifestants, de créer un délit passible d'1 an de prison pour le port d'une cagoule dans une manifestation et aussi de mettre en place un grand fichier national des personnes interdites de manifestation. Alors les sénateurs de gauche ont crié au scandale sur ce texte car ils estiment qu'il restreint le droit de manifester, un droit fondamental dans une démocratie. Tout de suite, le débat entre les sénateurs. Depuis quelques années, un grand nombre de manifestations sur la voie publique sont émaillées de violences et de dégradations d'une particulière gravité. Et tout cela nuit au libre exercice du droit de manifester. Ces violences et dégradations sont le fait de groupuscules ultra-violents, notamment désignés sous le terme de Black Blocs, qui se créent et disparaissent à l'occasion de chaque manifestation et ont en effet pour unique objectif de se fondre au cortège pacifique en vue de commettre des dégradations et des violences. Ainsi, le 1er mai dernier, 1200 Black Blocs se sont infiltrés dans les cortèges de la manifestation du 1er mai à Paris et ont provoqué, par des actes d'une violence inouïe, des dégâts et des dégradations d'une ampleur considérable. Je puis en témoigner, chers collègues, puisque je me trouvais alors en face de l'hôpital Necker des enfants malades, qui a été vandalisé. Il serait erroné de dire que nous sommes complètement démunis face à ces phénomènes de violence. Au cours des 20 dernières années, le législateur a en effet renforcé le cadre juridique du maintien de l'ordre en créant de nouveaux outils destinés à prévenir le plus en amont possible les débordements dans les manifestations publiques. Ainsi, l'autorité administrative s'est vue dotée de nouvelles prérogatives, parmi lesquelles la possibilité, lors des manifestations, de recourir à la vidéoprotection ou d'interdire le port ou le transport d'objets pouvant constituer une arme. Le législateur a d'autre part renforcé l'arsenal répressif en créant une série d'incriminations spécifiques destinées à sanctionner les faits troublants ou susceptibles de troubler l'ordre public commis à l'occasion d'une manifestation, notamment le délit de participation à un groupe violent créé par la loi du 2 mars 2010. La systématisation et la radicalisation des violences nous conduisent pourtant aujourd'hui à se questionner sur l'efficacité de cet arsenal juridique. La judiciarisation du maintien de l'ordre et la sanction des actes délictuels commis à l'occasion des manifestations se heurtent en effet, dans la pratique, à des difficultés opérationnelles majeures. Les contraintes liées au maintien de l'ordre nuisent très souvent à la qualité des procédures diligentées ou à la collecte des preuves qui permettraient d'imputer les infractions constatées aux personnes interpellées. Qui plus est, la présentation en masse de personnes interpellées aux autorités de police judiciaire n'est généralement pas compatible avec le cadre juridique inhérent au placement en garde à vue. Or, faute d'éléments de preuve ou des procédures solides, les parquets sont trop souvent contraints de prononcer des classements sans suite. Les difficultés à engager des procédures judiciaires sont exacerbées lorsqu'il s'agit des Black Blocs, car ceux-ci recourent à des modes d'action spécifiques conçus pour entraver l'intervention des pouvoirs publics. Il est ainsi particulièrement difficile d'interpeller les Black Blocs au cours d'une manifestation en raison de leur capacité à se fondre rapidement parmi les manifestants pacifiques après avoir abandonné, voire brûlé leurs équipements. Il n'est pas plus aisé de les identifier a posteriori via des images de vidéoprotection, car ils agissent masqués et vêtus de noir. Sans avoir pour ambition de résoudre l'ensemble des difficultés soulevées, qui pour partie relèvent de l'organisationnel, bien évidemment, la proposition de loi sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui tend à y apporter une première série de réponses. Elle prévoit des mesures fortes destinées à faciliter l'action des pouvoirs publics à l'égard de ces groupuscules ultra-violents. Elle s'inscrit dans un mouvement déjà engagé par le législateur au cours des dernières années qui privilégie une logique plus chirurgicale afin d'écarter de la foule les individus perturbateurs ou les casseurs, tout en permettant au cortège pacifique de continuer à manifester.
Je regrette d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que la Commission des lois n'ait pas été en mesure de recevoir l'avis de la préfecture de police de Paris, pourtant essentielle sur le maintien de l'ordre, car les réponses écrites que nous attendions n'avaient pas été validées au plus haut niveau, faute de ministre. La proposition de loi comporte 3 volets que la Commission des lois a approuvés et sécurisés afin de prévenir efficacement les atteintes à l'ordre public dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Son premier volet est préventif. Il vise à doter l'autorité administrative de nouveaux instruments destinés à prévenir le plus en amont possible l'infiltration des manifestations pacifiques par des individus violents. En premier lieu, il confère au préfet la possibilité de diligenter par arrêté un contrôle des effets personnels des passants dans le périmètre ou aux abords immédiats d'une manifestation lorsqu'il existe des risques de troubles graves à l'ordre public. Ces contrôles comprendraient des palpations de sécurité, des fouilles de sacs et ne pourraient s'effectuer qu'avec le consentement des personnes contrôlées. Il n'est en revanche pas prévu que des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules puissent être réalisés. Il s'agit, à quelques différences près, d'une extension des périmètres de protection que nous avions créés dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017. En deuxième lieu, la proposition de loi vise à autoriser les préfets à prononcer à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation assortie, le cas échéant, d'une obligation de pointage auprès d'un représentant de l'autorité publique. L'interdiction de manifester n'est pas inconnue de notre droit, mais elle n'existe actuellement qu'à titre de peine complémentaire pour une durée de 3 ans. Il s'agirait ici d'en faire une mesure administrative préventive, mais en limitant sa durée à une validité d'une seule manifestation. Il s'agit d'ailleurs d'une proposition qu'avait faite en 2015 notre ancien collègue député Pascal Popelin dans son rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative au maintien de l'ordre. Enfin, et de manière conséquente, la proposition de loi prévoit la création d'un fichier national recensant l'ensemble des mesures d'interdiction de manifester, qu'elles soient prononcées dans un cadre judiciaire ou administratif, afin d'en faciliter le suivi, notamment à l'occasion des contrôles de police. Ces mesures confèrent à l'autorité préfectorale de larges prérogatives, mais elles ont le mérite de permettre d'écarter, avant même la manifestation ne débute, les individus qui sont animés par la seule volonté de commettre des dégradations. Il ne s'agit en aucun cas de porter atteinte à la liberté de manifester, mais au contraire d'en garantir le libre exercice pour les manifestations pacifiques, en évitant qu'ils ne soient pris en otage par une poignée d'individus désireux de se livrer à une action violente. L'adaptation de ces mesures présenterait également l'avantage de compléter l'arsenal juridique à disposition de l'autorité préfectorale et ainsi de permettre une réponse graduée en cas de menace à l'ordre public. Car il est préférable, j'en suis convaincue, d'empêcher quelques individus de manifester plutôt que d'interdire la tenue d'une manifestation. Le travail de la Commission a donc consisté sur ces mesures à compléter et préciser les dispositifs afin d'assurer qu'ils ne soient pas portés d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Le deuxième volet de la proposition de loi est répressif et vise à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations. Il comprend plusieurs dispositions pénales auxquelles la Commission des lois a apporté quelques modifications afin d'en assurer l'intelligibilité et la clarté. Il vise tout d'abord à ériger la dissimulation volontaire du visage dans une manifestation qui est actuellement punie d'une contravention de 5e classe en un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il tend par ailleurs à élargir l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, afin de viser non seulement le port d'armes, mais aussi le port d'armes par destination et de fusées et artifices. Enfin, plusieurs dispositions renforcent et élargissent la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Le troisième et dernier volet de cette proposition de loi, qui correspond à l'article 7,
s'attache à réformer le régime de la responsabilité civile applicable en cas de dommages causés dans le cadre d'une manifestation. Il a été réécrit entièrement cet article par la commission des lois, qui a souhaité répondre à l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi, c'est-à-dire mieux responsabiliser les auteurs de dégâts, tout en garantissant un régime juridique viable et applicable sur le plan opérationnel. Le dispositif initial instaurait une présomption de responsabilité civile collective des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l'occasion d'une manifestation, y compris pour des dommages sans lien avec la faute commise par chacune de ces personnes. Cette disposition appelait tout d'abord d'importantes réserves constitutionnelles, dans la mesure où elle permettait de reconnaître la responsabilité d'un individu pour des dommages qu'il n'a pas causés. Elle risquait ensuite d'affaiblir la protection des victimes. En effet, il existe actuellement un régime de responsabilité sans faute de l'État pour tous les dommages commis lors des manifestations, ce qui garantit un remboursement des victimes. En créant un régime concurrent de responsabilité qui plus est à l'encontre de personnes dont il y a fort à penser qu'elles seraient insolvables, nous n'étions pas certains des effets engendrés, surtout que les victimes se portent rarement partie civile. Le texte adopté par la commission des lois s'est attaché à conserver le principe d'une responsabilité sans faute de l'État, mais en prévoyant la possibilité pour l'État de se retourner contre les auteurs des dommages. Il s'agit ainsi de s'assurer que les responsables sur le plan pénal de ces dommages participent effectivement à l'indemnisation des victimes. En précisant et complétant les dispositions de cette proposition de loi, la commission des lois a abouti, je crois, à un équilibre satisfaisant entre, d'une part, les exigences de sécurité publique et, d'autre part, la nécessaire protection des droits et libertés. J'espère que ce texte recevra l'assentiment de notre Assemblée. Je vous remercie. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Article 1er. Il y a des interventions sur article. Monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à la lecture de cette proposition, je ne peux qu'approuver les mesures visant à empêcher l'irruption d'individus violents dans les manifestations en favorisant leur interpellation et plus encore leur condamnation. Je l'approuve particulièrement dans le volet préventif qui rend possible le contrôle administratif des effets personnels des passants lors des manifestations dès lors qu'existe un risque de trouble à l'ordre public. Je l'approuve également au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, lors de manifestations où des centaines de Black Blocs encagoulés, issus de la mouvance radicale d'extrême gauche, ont fait irruption au cri de « Tout le monde déteste la police » et qui ont menacé gravement l'ordre public, perturbant au passage le défilé traditionnel organisé dans le cadre de la fête du travail. On peut toujours s'interroger sur la nature composite de cette nouvelle forme de contestation violente et des références politiques qui s'y attachent. Une part d'anarchisme, de marxisme, de situationnisme, des anciens autonomes, une frange libertaire et même, curiosité, des animalistes, figurez-vous, qui auraient cassé le McDonald's lors des manifestations du 1er mai. Il faut dire que les bouchers sont bien placés désormais pour savoir que ces derniers ne sont pas toujours très pacifiques. Bien que ce phénomène soit parfois difficile à identifier, il n'en demeure pas moins que le législateur ne peut se contenter d'observer, d'analyser ou même de commenter, comme l'ancien ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb, en effet, qui avait annoncé que le dispositif policier allait être renforcé pour éviter tout débordement, avait, après le défilé, mis en cause les manifestants lambda non violents. Il avait déclaré en effet, je cite, « Il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent s'opposer aux casseurs », en appelant les manifestants, je cite toujours, « à ne pas être complices de ce qui se passe par leur passivité ». Il s'agit là d'une réponse très baroque et même dérisoire, face à l'impuissance de l'État attaqué comme tel, incapable d'interpeller et de faire condamner les auteurs de ces violences. J'ajoute qu'une partie de ces groupes s'est retrouvée dans les blocages des universités ou des lycées parfois, que nous avons connus il y a quelques semaines, ou encore lors d'une manifestation autoproclamée antifasciste et dite festive organisée le 22 septembre dernier dans les rues d'Angers. Car il y a là une forme de nihilisme qui menace l'ordre public et particulièrement nos forces de l'ordre, cible revendiquée particulièrement exposée. L'État doit donc réagir et mobiliser tous les moyens nécessaires pour sanctionner ces apôtres de la violence pour la violence. Merci. La parole à Madame Éliane Assassi pour le groupe CRCE. Oui, pour dire d'abord, merci Monsieur le Président, à Monsieur Bonhomme que c'est justement ces propos qui nous font
aussi rejeter une telle proposition de loi. Quand on tombe dans la caricature, comme il vient de le faire, et cet amalgame douteux entre les manifestants et ces groupes violents que nous condamnons, voilà, je pense que M. Bonhomme devrait faire attention un peu aux paroles qu'il peut tenir. Quant à Madame la rapporteure, Madame Tremblay, je connais votre sérieux et votre rigueur intellectuelle, et je connais aussi le sérieux et la rigueur intellectuelle de la commission des lois pour y avoir siégé pendant de longues années. Mais je pense qu'il aurait été intéressant pour la bonne tenue de nos travaux de préciser, comme vous venez de le faire, que la note qui a été remise par Monsieur le Défenseur des droits l'avait été avant les modifications apportées par la commission des lois. Comme ça, nous n'aurions pas eu cet échange. Donc mon intervention sur cet article, je vais aller vite puisque il confère, cet article premier confère au préfet des pouvoirs disproportionnés en matière de sécurité publique, et les mesures ici adaptées au cadre particulier des manifestations risquent en outre de permettre une application discriminatoire dès lors que les fouilles ne requièrent aucune base objective. Sur quels critères donc s'opéreront les contrôles visuels et les palpations de sécurité, alors que la problématique bien réelle des contrôles aux faciès, par exemple, reste sans réponse aujourd'hui de la part des gouvernants successifs dans notre pays. Donc je vais faire court, et cette intervention vaudra aussi pour la défense de l'amendement que nous avons déposé. Nous voulions simplement rappeler avec cette intervention sur cet article premier ce que j'ai dit en substance de mon intervention générale. Nous ne pouvons pas accepter cette proposition de loi et donc cet article premier. Merci. Donc je retiens que la présentation de l'amendement est faite. Madame Esther Benbassa pour intervention sur article. Merci, Monsieur le Président. Le présent article vise à instaurer un contrôle des effets personnels de passants lors de manifestations, une mesure conditionnée à l'existence de troubles à l'ordre public. Cet article prévoit également la mobilisation des agents de la police judiciaire chargés de procéder aux contrôles administratifs. Cette mesure coercitive, en plus de conférer un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre, est contraire aux libertés fondamentales. Ce contrôle est de surcroît impraticable et populiste. Impraticable car l'examen d'un rassemblement, par exemple, de 25 000 personnes, imaginons, durerait des heures. Populiste car l'État suggère qu'avec ce procédé, nous pourrions endiguer les violences. Une telle mesure avait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence Austin contre Royaume-Uni du 15 mars 2012 et de laquelle je souhaite vous faire la lecture des motifs. Compte tenu de l'importance fondamentale de la liberté d'expression, donc je suis en train de citer, et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d'avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin directement ou indirectement, d'étouffer ou de décourager des mouvements de protestation. Fin de citation. Mes chers collègues, pour ces raisons, je pense que l'existence de quelques centaines de casseurs est pour eux. D'ailleurs, nous cherchons à dissuader les Français de se mobiliser alors que toutes nos libertés sont nées dans la rue lorsque vous regardez l'histoire dans la longue durée. Le contrôle des foules est un procédé liberticide. Si nous ne nous opposons pas à une telle mesure répressive, la France pourrait subir une énième condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le droit de manifester est consubstantiel à l'exercice d'une citoyenneté et d'une société démocratique en bonne santé. Nous ne saurions tolérer l'autoritarisme et la répression des cortèges. Je vous remercie. Bien, nous passons à l'examen de deux amendements identiques. L'amendement numéro 2, Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Même si nous reconnaissons le travail intéressant de la rapporteure, Mme Tremblay, sur cet article, nous avons déposé un amendement de suppression de cet article pour trois raisons. La première, il me semble que sur le plan opérationnel,
La présente mesure, elle est déjà encadrée par le droit et appliquée sur le terrain. Le droit permet d'ores et déjà la mise en place d'un dispositif de filtrage des manifestants. Et ce dispositif figure parmi un ensemble de mesures préparatoires qui ont lieu en amont de la manifestation, dispositif de filtrage sur le site, aux abords du site, qui vise à détecter les individus interdits de manifestation et déjà à limiter les risques de détention d'armes. Deuxième argument, il nous semble que la judiciarisation du maintien de l'ordre fournit aux forces de l'ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural. Et on sait que les réquisitions sont généralement délivrées la veille pour des lieux et des périodes déterminées. Troisième argument, c'est le caractère disproportionné de cet article, nous semble-t-il, qui vise à introduire dans le droit commun un recours au dispositif des périmètres de protection et de sécurité de l'état d'urgence prévu à l'article 226-1 du Code de la sécurité intérieure. Si le Conseil constitutionnel reconnaît le caractère spécifique lié à la menace terroriste, justifiant des atteintes fortes aux droits et libertés individuelles, il ne saurait en être de même avec la prévention des actes délictuels commis à l'occasion d'une manifestation. Il nous semble que, d'une manière générale, le problème ne réside pas dans les textes, mais dans la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Merci. L'autre amendement identique de Madame Assassi est défendu. Donc, je demande l'avis de Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sont en effet deux amendements identiques, le 2 et le 9. Tous deux visent à supprimer l'article 1er et sont par conséquent contraires à la position, bien évidemment, de la Commission. La Commission des lois, elle considère que la mise en œuvre des périmètres de contrôle aux abords d'une manifestation présente un certain intérêt, dans la mesure où elle permettra, grâce à des filtrages des passants, de mieux sécuriser les manifestations. En raison des risques d'inconstitutionnalité que présentait le texte initial, la Commission a complété l'article 1er de plusieurs garanties, et je vais vous les citer. D'abord, l'encadrement dans le temps et l'espace des périmètres de contrôle qui ne pourront désormais être instaurés que 6 heures au lieu de 12 avant la manifestation. D'autre part, l'adaptation des mesures de contrôle pour les personnes résidant ou travaillant dans le périmètre. Et enfin, la Commission a également supprimé, et je reviendrai plus tard, l'intervention des agents de police municipale et des agents de sécurité privée dans ces périmètres. Alors, grâce à ces modifications, mes chers collègues, nous avons abouti, moi j'en suis convaincue, un texte équilibré qui écarte toute atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Et je voulais répondre aussi à Madame Assassi, il n'y aura pas de possibilité, enfin, on ne pourra pas basculer vers un délit de faciès dans la mesure où ce seront des fouilles systématiques, comme à l'entrée des grands magasins, et dans ce même contexte, uniquement les fouilles. Donc la Commission a, pour l'ensemble de ces raisons, donné un avis défavorable à ces deux amendements. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, donc concernant ces deux amendements numéro 2 et 9 qui sont des amendements de suppression, donc redire que le périmètre de protection qui permet d'écarter de la manifestation des personnes refusant de soumettre à ces vérifications ou détenant des objets constituant une arme présente à l'évidence un intérêt. Toutefois, le périmètre de protection porte plusieurs atteintes, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure dans le cadre de la discussion générale, plusieurs atteintes à la liberté d'aller et de venir, au droit constitutionnel de manifester. Et il convient donc d'en encadrer très strictement les conditions. Et donc, nous, pour ce qui est du gouvernement, nous proposons de poursuivre le travail de réflexion en la matière afin d'atteindre un équilibre satisfaisant entre les objectifs d'ordre public et la garantie des libertés fondamentales. Et le groupe de travail mis en place par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice visant à mieux détecter, interpeller et sanctionner les fauteurs de troubles lors des manifestations constitue le cadre idéal pour cette réflexion. Il rendra ses conclusions donc au mois de janvier de l'année prochaine. Néanmoins, le gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression. Bien, donc j'ai bien compris que là, vous êtes contre l'article, mais contre les amendements de sa suppression. C'est ça que j'ai compris. Non, Monsieur le Président, pardon, je précise mon propos. Nous ne sommes pas. Cet article crée le principe d'un périmètre de protection avec la possibilité d'écarter un certain nombre d'individus. Sur le principe, nous sommes en train d'y travailler au ministère pour encadrer et donner les meilleures garanties à ce dispositif. Donc voilà. Nous sommes défavorables à ces amendements qui sont des amendements de suppression pure et simple. Voilà. Et ce que nous disons, c'est que
en janvier, nous fournirons un travail juridique sur des dispositifs identiques à ceux qui sont débattus devant vous. Très bien. Donc, il y a 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Et puis, l'amendement suivant dans cet article n'est pas défendu. Je ne vois pas M. Grand, unique signataire de l'amendement. Donc, ce n'est pas défendu. Et donc, un vote sur l'ensemble de l'article 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 2. Il y a une prise de parole sur article de M. Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'article 2 tend à autoriser les préfets, et à Paris le préfet de police, à prononcer à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de manifester assortie le cas échéant d'une obligation de pointage auprès d'un représentant de l'autorité publique. Il s'agit là encore, comme pour l'article 1er, d'une retranscription de la loi antiterroriste du 13 octobre 2017. En son article 3, qui prévoyait des mesures de surveillance à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Autrement appelé interdiction de séjour prononcée en vertu de l'état d'urgence. Ce dispositif avait été censuré par le Conseil constitutionnel, puis réécrit pour être réintroduit dans la loi avec des garanties veillant aux atteintes à la vie privée et familiale des personnes visées par la mesure. Il est intéressant de noter que le rapporteur a introduit les mêmes modifications pour contourner l'anticonstitutionnalité de la mesure initiale. Pourtant, comme Éliane Assassi l'indiquait tout à l'heure dans son intervention générale, cette proposition de loi dans son ensemble, bien qu'un des articles les plus problématiques, l'article 7, ait été vidé de sa substance, semble s'affranchir des exigences constitutionnelles et conventionnelles. L'amendement que l'on présentera, et qui est défendu par cette intervention, s'oppose à la transposition de la législation antiterroriste pour l'encadrement des manifestations. La disproportion des mesures de police administrative choisies ne permet pas d'assurer un équilibre entre maintien de l'ordre public et le respect du droit constitutionnel de manifester. Pour cause, et c'est aussi ce qu'indique sévèrement, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, le défenseur des droits, cette proposition de loi vise d'une part à restreindre la liberté de manifester, en créant des contrôles administratifs systématiques à l'abord des manifestations et en favorisant des interdictions de manifester personnelles sans en définir les critères ni prévoir de recours effectif, et d'autre part à s'affranchir des exigences légales en matière de preuves. Pour toutes ces raisons, nous vous proposerons la suppression de cet article 2 et de ces dispositions particulièrement attentatoires au droit fondamental de manifester. Merci. Merci. Donc, nous passons à l'examen de 2 amendements encore identiques de suppression. Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien compris que l'article 2 de la proposition de loi tend à créer une interdiction administrative individuelle et non générale de manifester. Pour 3 raisons, nous avons déposé cet amendement de suppression. D'abord, il nous semble que la faculté de prononcer une interdiction de manifester existe déjà dans notre droit. Elle s'applique au moyen du recours à une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal. Cette peine complémentaire est prévue par l'article L211-13 du Code de la sécurité intérieure. Deuxième point qui attire notre attention, c'est l'aspect opérationnel de cette mesure. Dans la pratique, la mise en œuvre d'une telle disposition nous semble très compliquée. Une mesure de cet ordre se traduirait par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l'interdiction vise quantité de personnes. En outre, comment déterminer ab initio que telle ou telle personne pourrait participer à telle ou telle manifestation? Ça peut être facile pour des supporters de football qui peuvent être individualisés. Pour une manifestation sur la voie publique, ça nous paraît beaucoup plus compliqué. Enfin, il nous semble qu'il faut faire confiance aux forces de l'ordre dans l'application de nouvelles techniques de désescalade face aux émeutiers. Là encore, on en revient à la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Dernier point qui nous détermine dans cet amendement, comme pour l'article 1er, la mesure préconisée par cet article est disproportionnée car elle conduit de fait à transposer dans le droit commun l'interdiction administrative de séjour de l'état d'urgence concentrée aux manifestations se déroulant sur la voie publique. Merci. Pour l'amendement identique 10 rectifié, Madame Assassi me dit qu'il est défendu par l'intervention de Monsieur Gontard. Merci de nous permettre d'avancer vite. La parole à la Commission pour ses avis.
Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. À nouveau 2 amendements identiques, le 3 et le 10. La Commission des lois a adopté l'article 2. Elle a considéré que la création d'une interdiction administrative de manifester compléterait utilement le champ des prérogatives aux mains de l'autorité préfectorale pour prévenir les débordements à l'occasion d'une manifestation. De même que l'interdiction de stade, dont elle s'inspire d'ailleurs, cette mesure permettra d'écarter, avant même le début de la manifestation, les individus qui sont animés par la seule volonté de commettre des dégradations. Il s'agit de garantir l'exercice de la liberté de manifester pour les manifestants pacifiques. Comme pour l'article 1er, la Commission a apporté plusieurs modifications à l'article 2, des garanties, et je souhaiterais les décliner également. D'abord, elle s'est efforcée de mieux caractériser les cas dans lesquels une personne peut faire l'objet d'une interdiction de manifester. En 2, elle a également encadré l'étendue géographique de l'interdiction de manifester. En 3, elle a introduit une obligation de notification de l'interdiction à l'intéressé afin de lui permettre de saisir le cas échéant le juge des référés. Il s'agit de garantir le droit au recours effectif. Grâce à l'ajout de ces garanties, la Commission est parvenue à un texte utile, équilibré et proportionné. C'est la raison pour laquelle la Commission des lois a réservé un avis défavorable à ces amendements de suppression. Merci, Monsieur le Ministre. Votre avis? Monsieur le Président, donc la mesure qui est proposée à l'article 2, donc cette mesure d'interdiction administrative, présente à l'évidence un intérêt opérationnel très fort pour les services, pour les forces de l'ordre. Le texte de la Commission des lois a apporté des restrictions conséquentes à ces modalités de mise en œuvre. Toutefois, il nous semble là encore que le dispositif doit être réfléchi. Par exemple, il y a, pour vous donner une illustration de ce qu'est notre réflexion, nous nous interrogeons sur la possibilité de renvoyer à un critère de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 211-13 du Code de la sécurité intérieure, pour prendre donc une mesure de police administrative d'une part. D'autre part, nous nous interrogeons sur la pertinence d'une notification 48 heures avant, compte tenu de ce qu'est le travail des services de renseignement, de préparation en amont des manifestations. Donc nous interrogeons sur la pertinence de ce délai de notification, même si à l'évidence il faudra qu'il y ait une notification s'agissant d'une mesure de police. De même que je ne vous cache pas que la possibilité d'interdire sur une ou plusieurs manifestations est aussi à l'étude au sein des services de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Voilà donc quelques exemples très concrets que je vous donne de la réflexion que nous avons engagée. Mais en tout état de cause, Monsieur le Président, au risque de vous paraître à nouveau un peu contradictoire, je confirme que la mesure présente un intérêt opérationnel et que donc la position du gouvernement par rapport à ces 2 amendements est une position défavorable. Très bien. Donc, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Et donc, ensuite, il y a un amendement de la Commission, Madame Troendlé, sur l'amendement de coordination. C'est un amendement de coordination, Monsieur le Président. Très bien. Qui est pour? Pardon. Le gouvernement est d'accord avec l'amendement de coordination? Pardon? Vous êtes d'accord avec l'amendement de coordination? Quel est votre avis? Favorable. Formellement, je dois vous le demander, donc favorable. Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et nous passons au vote sur l'ensemble de l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 3, avec directement deux amendements identiques de suppression à nouveau. Numéro 4 de M. Durin. Merci, Monsieur le Président. Cet article 3 de la proposition de loi a pour objet d'autoriser la création d'un fichier destiné à répertorier les mesures d'interdiction individuelle de manifester. On serait tenté de dire un fichier de plus. Il existe à ce jour 106 fichiers mis à la disposition des forces de sécurité et encore sans compter les fichiers utilisés ou gérés par la préfecture de police de Paris. L'article 3 est d'autant plus inutile à notre avis que les personnes condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifester font déjà l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires et sont également enregistrées au fichier
des personnes recherchées, ce qui permet aux forces de police intérieure, de sécurité intérieure, d'identifier, à l'occasion d'un contrôle dans une manifestation par exemple, une personne qui aurait été condamnée à une peine d'interdiction de manifester. Les fichiers à la disposition des forces de sécurité sont trop nombreux et forment un ensemble complexe qui nuisent à leur utilisation optimale. Ce que nous proposons, plutôt que d'adopter cet amendement, c'est d'engager une réflexion globale sur la rationalisation des fichiers existants, fondée sur des dispositions législatives éparses et fréquemment modifiées, ainsi que sur de multiples dispositions réglementaires. C'est pourquoi nous avons demandé la suppression de cet article. Merci. Pour le 11 rectifié, donc identique, la parole à Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. L'article 3 de la proposition de loi qui fait aujourd'hui l'objet de nos débats tend à la création d'un fichier de personnes interdites de manifestation. Avec cette mesure, deux écueils se posent à nous. Le premier concerne la question du fichage. Au regard de l'histoire de notre nation, ce procédé ne vous interpelle-t-il pas, mes chers collègues ? Le régime de Vichy n'a-t-il pas été précurseur en matière de création de... Vous me laissez parler ? Vous me laissez parler ? S'il vous plaît, un peu de calme. C'est incroyable. Un peu de calme. Le régime de Vichy n'a-t-il pas été précurseur en matière de création de registres dès 1940, dont le fameux fichier TULAR, constitué par la préfecture de police, de Paris en plus. Pour cela, et à raison, le Conseil constitutionnel a toujours été réticent à la mise en place de tels listings. En atteste notamment sa décision du 26 mars 2012 contre le fichage de traces biométriques. Nous ne doutons pas que le Conseil retoquera une telle mesure si elle venait à être adoptée par notre Assemblée. Cet article pose ensuite le principe de la restriction du droit à manifester. Ce droit en France n'est certes pas constitutionnel, mais il est protégé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, découlant du principe de la libre manifestation des opinions. Si ce droit a pu être encadré par le passé, notamment en 1934, suite aux manifestations de l'Action française, les actuelles protestations de l'opposition de gauche contre la politique antisociale du gouvernement ne sauraient être assimilées au péril fasciste d'antan. Ça va de soi. Cet article est non seulement attentatoire au respect de la vie personnelle et des libertés individuelles, mais il pourrait aussi être frappé d'inconstitutionnalité. D'où cet amendement demandant la suppression du présent article. Je vous remercie. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui. Après moi, Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame Benbassa, pendant tous les travaux que j'ai menés sur ce texte, jamais je n'ai perdu de vue, ou jamais il n'a été aussi central pour moi, la question du droit de manifester. Le droit de manifester et les libertés individuelles ont dicté l'ensemble des démarches qui ont conduit aux garanties qui encadrent ce texte aujourd'hui. Concernant la création de ce fichier, Monsieur Durin, aujourd'hui, il va recenser toutes les mesures d'interdiction de manifester, qu'elles soient prononcées dans le cadre judiciaire, mais également dans le cadre administratif, puisque c'est la nouveauté qui est introduite par l'article 2, donc l'interdiction individuelle de manifester prononcée par l'autorité préfectorale. Il s'agit pour nous d'un outil précieux pour les forces de l'ordre qui pourront s'assurer que les mesures qui seront prononcées seront bien respectées par les individus concernés. C'est à cette fin que nous considérons que ce fichier est utile. Et donc la Commission des lois a émis un avis favorable sur l'ensemble de ces deux amendements. Très bien. Défavorable, je vous prie de m'excuser. Ah, bah dis donc. J'allais souligner la chose ou demander des précisions, mais vous avez rectifié. Monsieur le ministre, votre avis, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, sur les deux amendements donc, de suppression de l'article 3. La création d'un traitement de données à caractère personnel ne relève pas en principe de la loi et en l'espèce, la création d'un fichier constitué de mesures de police administrative ou de peines complémentaires n'appartient à aucune des matières que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi. Ce n'est en fait qu'à raison de l'enregistrement de condamnation pénale, ici la peine complémentaire d'interdiction de manifester prévue par le Code de la sécurité intérieure, et si le fichier est mis en œuvre par un service autre que le ministère de la Justice, qu'il devrait être autorisé par la loi en application de l'article 777.3 du Code de procédure pénale. La commission des lois ayant ajouté que le ministère de la Justice, en tant que responsable du traitement en supplément du ministère de l'Intérieur, donc était prévu, l'intervention d'une disposition législative ne semble plus nécessaire. Par ailleurs, je précise que les réflexions sur l'intérêt opérationnel et la nécessité d'un fichier spécifique aux interdictions administratives et judiciaires de manifester ne sont pas abouties pour ce qui concerne les travaux en cours du gouvernement, mais il convient donc de les prolonger dans le cadre des échanges en cours. Donc l'intérêt opérationnel devant se mesurer au regard d'interdictions qui seraient prononcées pour des manifestations ponctuelles. Donc il existe d'autres fichiers qui enregistrent des mesures telles que les fichiers d'interdiction de stade, mais qui portent sur des durées plus longues. Donc voilà, il faut que nous réfléchissions à l'intérêt opérationnel de cette mesure. Et le gouvernement donc, va poursuivre le travail de réflexion qui est en cours dans le cadre du groupe de travail, mais pour les mêmes motifs que ceux que j'ai exprimés pour l'article 1 et l'article 2, nous sommes néanmoins défavorables à cet amendement de suppression. Donc de notre côté, la réflexion se poursuit. Voilà, merci. Très bien. Il y a une demande d'explication de vote ou d'intervention dans ce débat de Monsieur le Président Bas. Monsieur le Président, j'ai ressenti de la colère quand j'ai entendu tout à l'heure Madame Benbassa et la colère est retombée. Je vais donc lui répondre avec autant de courtoisie que possible. Je voudrais vous dire, ma chère collègue, que lorsque vous assimilez la proposition de la commission des lois au fichier mis en place par le régime de Vichy, nous avons le droit de juger cela insultant, parce que, implicitement, vous nous accusez d'être pétainistes. Eh bien, je tiens à vous le dire. M. Durin rappelait tout à l'heure qu'il existe déjà 106 fichiers. Nous avons la loi informatique et liberté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Nous faisons des fichiers en matière de sécurité sociale. Nous en faisons pour les cartes nationales d'identité, les passeports. Nous en faisons aussi pour la sécurité nationale. Et quand une république comme la République française se défend dans le respect du droit, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, en mettant en œuvre de nouvelles législations destinées à empêcher les casseurs de venir disqualifier un certain nombre de manifestations pacifiques et porter atteinte aux biens de contribuables français et d'honnêtes citoyens, je dois vous le dire, je ne me sens ni fasciste, ni vichiste, ni nazi, en soutenant, dans le respect de nos libertés fondamentales, les propositions qui ont été faites à la fois par l'auteur de la proposition de loi, les auteurs de la proposition de loi, et qui ont été amendées par la commission des lois à l'initiative de notre rapporteur, dans un sens qui, pour tous ces amendements, vont vers une meilleure proportionnalité, un meilleur équilibre, de sorte que nous prenions toutes les garanties à la fois d'atteindre nos objectifs anti-casseurs. Ce sont des essaims de frelons qui viennent dégrader les biens. Alors nous voulons atteindre les résultats dans l'efficacité, nous voulons respecter nos libertés fondamentales et nous le faisons sans supporter les invectives qui nous mettent en accusation d'une manière que je crois non seulement fausse, non seulement injuste, mais particulièrement violente. Madame Assassi, pour explication de vote. Oui, permettez-moi de revenir simplement sur l'article et la création d'un nouveau fichier. Comme vous le savez, nous sommes sur le fond complètement opposés
aux fichiers et a fortiori à la création de nouveaux fichiers. Mais mon propos, en fait, a à voir avec un article qui est paru dans le journal Le Monde du vendredi 19 octobre, qui nous apprend que des collègues députés sont en train de travailler en ce moment sur justement le nombre de fichiers qui existent dans notre pays et qui sont à la disposition des forces de l'ordre. Et ils disent ceci aujourd'hui, que c'est un véritable micmac juridique, technique et éthique qui entoure leur gestion, c'est-à-dire la gestion des fichiers. Et ils précisent que pour le même individu, un officier de police judiciaire devra maintenant ouvrir un à un les quelques 30 fichiers auquel il a accès. Donc, outre le fait que nous sommes opposés à la création de fichiers, je m'interroge sur le fait, par le biais de cette proposition de loi, d'en créer un nouveau fichier, donc, qui, de plus, ne contribuera pas à rendre plus lisible et efficace l'intervention des forces de police. Bien. Donc, nous votons sur ces deux amendements identiques qui ont reçu des avis défavorables du gouvernement et de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Il y a ensuite un amendement à nouveau de coordination, Madame Troenlé, le numéro 22. Le gouvernement, son avis sur cet amendement de coordination? Sur cet amendement de coordination, un peu plus tard dans la discussion, vous verrez que donc, nous déposons un amendement plus général qui consiste à supprimer la totalité de l'article prévoyant une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique du fait de la disproportion des dispositions dont il est porteur. Donc nous ne sommes pas favorables à cet amendement de coordination. Très bien. Donc, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement de coordination numéro 22? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Ensuite, il y a un amendement 12 rectifié. C'est Madame Benbassa qui le présente. Je n'ai pas pu intervenir parce que je ne voulais pas ouvrir la polémique, mais je crois que vous exagérez parce que oui. Parce que vous essayez de jouer, celui qui est courroucé pour ne pas parler du vrai danger des fichiers. Vous savez, nous les historiens, on en a vu d'autres. Hein. Bon. Oh oui, écoutez. Hein. Bon. Ouais, merci. J'ai pas de leçon à prendre de vous, Monsieur Grosdidier. Bon. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy proposait le fichage de personnes atteintes de pathologies mentales hospitalisées d'office. Si le président de la République avait reculé en la matière, le procédé semble toutefois s'être depuis popularisé. Généralisation des passeports biométriques pour les exilés arrivant aux frontières de l'Union européenne, circulaire Collomb visant au fichage des réfugiés dans les CADA, ce sont maintenant les manifestants qui sont visés par ce procédé démagogique et populiste. Par cette mesure visant à interdire de manière préventive la présence de certains militants à des rassemblements, une atteinte. Non mais franchement, hein, il faut laisser les gens parler, c'est la première des libertés, n'est-ce pas, dans ce Parlement? Bon. Je continue. Circulaire Collomb visant au fichage des réfugiés dans les CADA. Ce sont maintenant les manifestants qui sont visés par ce procédé démagogique et populiste. Par cette mesure visant à interdire de manière préventive la présence de certains militants à des rassemblements, une atteinte de poids est portée à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la présomption d'innocence. Ainsi, nous ne pouvons que saluer la volonté de la rapporteure d'avoir cherché à encadrer une telle mesure et remercier la commission des lois pour son travail tendant à rendre le dispositif initialement proposé moins attentatoire aux libertés fondamentales. Cependant... Oh, vous êtes revenu? Non mais ça va. Hein, voilà. Non mais c'est vrai. Cependant, vous jouez au gosse. Arrêtez de faire le gosse. Voilà. Bon alors, écoutez.
Alors, cependant, ces avancées ne sauraient rendre ce texte acceptable. La Commission, afin de se conformer à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, a demandé à ce que la confection d'un tel fichier se fasse après avis de la CNIL. Une telle solution nous paraît bien faible au regard des enjeux. C'est pourquoi nous proposons d'encadrer davantage encore le fichage des manifestants en confiant celui-ci à un contrôle strict par la CNIL en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Merci. Bien. Donc je demande, vous avez pu dépasser parce qu'il y a eu un moment où, mais il faut rester sur le temps. Je le dis, oui, je le dis franchement. Bon voilà, ça se passait bien depuis à peu près 1 heure parce qu'il n'y avait plus d'interruption. Donc je demande qu'on reprenne ce calme et cette écoute mutuelle et respectueuse. Nous allons voter d'abord votre avis, Madame la rapporteure, sur l'amendement 12 rectifié. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise effectivement à introduire un contrôle du fichier qui recense les mesures d'interdiction de manifester, qui serait exercé par la CNIL et la CNCTR. Alors, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, le fichier qui est prévu à l'article 3 de la proposition sera effectivement soumis, comme tous les traitements de données à caractère personnel, un contrôle a posteriori de la CNIL. Introduire dans la loi un nouveau fondement juridique pour le contrôle serait source de confusion. Je propose qu'on reste sur le droit actuel. Donc un contrôle a posteriori par la CNIL. Madame Benbassa propose également une participation de la CNCTR à ce contrôle. Or, j'ai été membre de la CNCTR et je puis vous affirmer, chers collègues, qu'elle n'est pas compétente pour le contrôle a priori et a posteriori pour les techniques de renseignement, elle l'est, mais elle ne l'est pas pour les fichiers. Donc elle n'a aucune prérogative en ce sens. Donc nous avons émis un avis défavorable à cet amendement. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, donc, concernant le contrôle des traitements automatisés de données, donc, il y a déjà une compétence de la CNIL qui est prévue donc, et qui s'exerce. Par ailleurs, je confirme ce que dit Madame le rapporteur concernant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est compétente pour émettre des avis préalables sur des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement, qui en contrôle ensuite l'utilisation et la mise en œuvre, mais qui n'est pas compétente pour contrôler des fichiers. Donc, pour ce qui nous concerne, donc, c'est un avis défavorable. Merci. Il n'y a pas d'explication de vote. Donc, qui est pour? Avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. On vote sur l'ensemble de l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 4 avec des interventions sur article. Madame Cathy Apourceau-Poly pour le groupe CRCE. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cet article 4 tend à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations en faisant de l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation dans des circonstances faisant craindre des troubles à l'ordre public, un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est actuellement punie d'une infraction de la 5e classe. Les auteurs de cet amendement estiment qu'en continuant d'aggraver les sanctions, les auteurs de ce dispositif continuent à traiter les causes, pas les symptômes. Modifier l'échelle des peines au gré des fins politiques ne mènera jamais à la résolution des problèmes poursuivis. Pure illustration de l'échec de la répression, mais les auteurs de cette proposition de loi continuent à se fourvoyer, même si aucune infraction nouvelle n'est ici créée, les comportements visés étant déjà constitutifs d'infractions pénales, violence, dégradation et destruction de biens, port d'armes. Au lieu donc de renforcer des sanctions qui existent déjà, donnons plutôt aux forces de l'ordre les moyens de démasquer en amont les individus. Or, l'état de déshérence dans lequel sont plongées les forces de l'ordre les empêche de remonter le fil des organisations violentes qui, pourtant, annoncent bien souvent leurs intentions avant d'agir.
Il semblerait à cet égard que les groupuscules ayant frappé lors de la manifestation du 1er mai aient annoncé leur mobilisation sur les réseaux sociaux au moins la veille des troubles visés. Pensez-vous vraiment que les dispositifs que vous proposez parviendront à enrayer ce genre de dysfonctionnement? Et si oui, Madame la rapporteure, pouvez-vous nous expliquer comment? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Bachet du groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Si manifester n'est pas mon mode d'expression habituel, je me battrai toujours pour la liberté de manifester. Mais pour manifester, il faut pouvoir le faire en toute sécurité. Et cet article vient protéger la liberté de manifester, contrairement à ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Car lorsque des individus cagoulés, visages dissimulés par des casques, viennent dans des manifestations, il n'y en a aucune raison. S'ils sont là parmi la foule, alors ils menacent directement les manifestants, d'une part parce que les forces de l'ordre peuvent être amenées à contrôler par des moyens un petit peu durs ces membres-là et qu'il y ait des victimes collatérales dans les manifestants, mais d'autre part, cela n'interdit pas à des gens avec le visage dissimulé de faire des contre-manifestations à l'intérieur et de molester, du coup, les manifestants eux-mêmes. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est bien de protéger d'abord les manifestants qui le font dans la liberté constitutionnelle. C'est aussi protéger, évidemment, les habitants et les voisins de ces manifestations, qui sont les victimes collatérales et les victimes économiques. Mais c'est aussi protéger nos forces de l'ordre qui se battent à armes inégales avec ces commandos. Et Monsieur le Ministre, vous êtes sans doute celui qui les connaît le mieux aujourd'hui. Et je suis très content que vous soyez à ce poste aujourd'hui pour parler de ce texte. En effet, vous savez comme moi que tous ces gens qui sont cagoulés ne sont pas tous des casseurs, mais tous sont complices des casseurs. Il y a ceux qui viennent photographier, il y a ceux qui viennent juste, comment dirais-je, énerver les forces de l'ordre. Et il y a ceux qui viennent vraiment casser. Vous connaissez par cœur ces régimes qui sont très compliqués et qui sont aujourd'hui non pas sur les réseaux sociaux comme j'ai pu l'entendre, mais sur le darknet et de manière militaire, de manière anarcho-militaire. Et c'est cela aujourd'hui qui est fait, et ce qui est fait en ville. Et j'ai bien entendu que ce sont des sujets urbains. Et aujourd'hui, c'est fait aussi à la campagne, Monsieur le Ministre. Et quand vous avez des gens cagoulés qui filment, qui s'attaquent par exemple à des chasses qui sont autorisées, c'est exactement la même chose. Il faudra s'y pencher. Donc, nous passons à l'examen de deux amendements identiques de suppression. Monsieur Durin pour l'amendement numéro 5. Merci Monsieur le Président. Nous pensons que cet article est inutile. Je vais essayer de démontrer pourquoi. L'article 4 renforce la législation anti-cagoule en faisant de cette infraction un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le droit en vigueur admet aujourd'hui 2 cas d'interdiction de dissimulation du visage. En premier lieu, l'article R645-14 du Code pénal punit d'une amende de 1 500 € le fait pour une personne au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Hormis le cas, ça a été dit dans nos débats précédents, où les manifestations sont conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. Deuxième cas de figure, l'article 3 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante de certaines infractions. L'article 431-4 du Code pénal, issu de la loi précitée, fait ainsi de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit consistant à continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations. Ainsi, l'interpellation n'est possible que lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit, exigence qui permet de consolider la procédure puisqu'il faut apporter la double preuve, 1. que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié de manière volontaire, 2. qu'il existe des circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l'ordre public. Dès lors,
on peut considérer que la création d'un tel délit est inutile, voire disproportionnée, pour lutter contre la délinquance, car si elle est censée faciliter l'interpellation et le placement en garde à vue, en pratique, elle ne rendra pas plus aisé le fait d'aller chercher les individus cagoulés au cœur d'une manifestation. Merci. L'amendement identique est défendu par l'intervention tout à l'heure de Madame Apoursopoli. Donc, l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je rappelle que cet article 4 vise à créer un délit de dissimulation du visage dans une manifestation dans le but de ne pas être identifié par les forces de l'ordre dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public. La dissimulation du visage est aujourd'hui punie d'une simple contravention de 5e classe, vous l'avez bien dit, Monsieur Durin. La Commission a émis un avis défavorable à ces deux amendements et je m'en explique. Nous considérons que la création d'un délit présente un intérêt majeur sur le plan opérationnel, puisqu'il permet la mise en œuvre de mesures de contrainte, dont la garde à vue, essentielle. Cela a été repris à plusieurs reprises, cela a été repris lors de nos auditions. Et donc la garde à vue, ces mesures de contrainte ne sont pas possibles dans le cadre d'une contravention. Sans méconnaître la difficulté qu'il peut y avoir, bien évidemment, à interpeller un individu masqué lors des débordements se produisent, nous pensons également que la sanction prévue par la proposition de loi pourrait être plus dissuasive que l'actuelle contravention. Faut-il le rappeler, la contravention et le plafond est de 1 500 € pour le délit. Nous sommes à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc nous pensons que l'effet dissuasif est important aussi, d'où la raison d'un avis défavorable pour les amendements. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, donc l'avis du gouvernement sur le principe de transformer cette contravention en délit, donc nous y sommes bien évidemment favorables. Le travail complémentaire et la réflexion se poursuit plutôt dans le sens de la juste proportionnalité de la sanction qui est prévue par le texte. Actuellement, donc nous sommes sur 1 an. Je rappelle qu'avec simplement 6 mois, on aurait exactement le même effet atteint que vient de le rapporter Madame le rapporteur, c'est-à-dire la possibilité de signaliser, placer en garde à vue, comparution immédiate. Voilà. Donc nous poursuivons le travail dans le cadre du groupe de travail dont j'ai parlé. Mais en attendant, nous sommes défavorables à ces amendements de suppression. Très bien. Donc, 2 avis défavorables pour ces amendements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Nous passons au vote sur l'ensemble de l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 5. Madame Michèle Gréaume pour intervention sur article. L'article 5 tend à élargir l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, afin de viser non seulement le port d'armes, mais aussi le port d'armes par destination et de fusées et d'artifices. Je suis au regret de constater que sont clairement visés à travers cet article non pas les Black Blocs, mais bien certains syndicalistes. Je pense particulièrement aux cheminots ou aux dockers qui peuvent utiliser de manière pacifique ce genre d'artifice, non pour en faire usage d'armes, mais bien plutôt pour marquer leur colère dans l'espace public, se faire entendre et se faire voir. Tel est l'objet des manifestations revendicatives, me semble-t-il. En outre, nous nous interrogeons quant à la notion d'arme par destination et de ce qu'elle pourrait englober. La latitude que se laissent les auteurs de ce dispositif est en cela particulièrement inquiétante et nous laisse pour le moins songeurs quant aux intentions réelles du dispositif. J'ai un doute sur ne s'agit-il pas tout bonnement de mettre en place ces conditions pour censurer finalement toute forme de manifestation dans l'espace public? Par ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse importante. Encore une fois, il ne s'agit pas du sujet à proprement parler aujourd'hui, mais je vous invite à prendre connaissance des études de l'ACAT sur l'armement de la police en France. L'ONG chrétienne alerte les autorités françaises sur la dangerosité des armes dont elles se dotent et sur le caractère contre-productif et possiblement contraire au droit international du recours à ces armes, indiquant que les forces de l'ordre françaises comptent parmi les plus armées d'Europe.
Bien évidemment, le recours à ces armes génère davantage de tensions et troubles à l'ordre public qu'il n'y apporte de solution. À moyen et long terme, le recours à des armes de plus en plus offensives participe de l'accroissement du niveau de violence et concourt à creuser le fossé entre les forces de sécurité et la population, estime l'ACAT. Une question s'impose. Ces armes sont-elles vraiment adaptées au maintien de l'ordre des manifestations? Sont-elles indispensables? Peut-être y aurait-il lieu à légiférer sur le sujet prochainement avec la même ardeur qui vous amène aujourd'hui à défendre ce genre de dispositif. Mes chers collègues, je m'interroge. Merci. Votre intervention vaudra aussi pour défense de votre amendement. Très bien, merci. La parole est à Monsieur Grosdidier. Merci, Monsieur le Président, avec votre aimable autorisation. Donc, il ne s'agit pas de... Quoi, il s'agit tout de même de punir plus fermement la détention des armes, et on sait que les armes qui sont utilisées lors des manifestations sont le plus souvent non pas des armes répertoriées, mais des armes par destination. Excusez-moi, dans une manifestation, une batte de baseball n'est pas un accessoire de sport. Une fourche n'est pas un outil d'agriculteur. Et je pourrais continuer longtemps cette litanie. Donc, ce sont des armes qui sont apportées dans des manifestations avec la volonté de faire mal et souvent de plus en plus la volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre, et souvent ce sont les syndicats de policiers qui nous disent nous-mêmes avec la volonté de tuer. Alors non, la violence croissante des manifestations n'est pas le résultat du nouvel armement des policiers. Non, la violence des manifestations est le résultat de la volonté, non pas de manifestants, mais de casseurs, d'en découdre avec la police, et c'est aussi le résultat de la possibilité qu'ils ont, noyés dans la foule, d'introduire des véritables armes qui peuvent s'avérer meurtrières. Donc bien évidemment, il s'agit de repousser votre amendement et d'adopter les dispositions de la Commission des lois. Alors, la parole... maintenant, nous passons à l'étude de 4 amendements identiques de suppression, tous. Monsieur Durin, vous avez la parole. Merci, pour le vote. Monsieur le Président. Alors, cet article 5 tend à élargir le temps des incriminations, nous semble-t-il de manière excessive, inutile et redondante. Excessive parce qu'on place sur le même plan le fait de détenir une arme et celui de détenir ou de faire usage de fusées ou d'artifices dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate pour un quantum identique, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Inutile parce qu'on vise tout objet susceptible de constituer une arme, alors que le port d'arme par destination peut déjà être sanctionné. Enfin, avec redondance, puisque sanctionner le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité publique des personnes dans une manifestation sur la voie publique est déjà poursuivi et réprimé par l'article 222-13 du Code pénal en vigueur. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article. Merci. Donc, comme je le disais, celui du groupe communiste 14 rectifié est défendu par l'intervention sur l'article tout à l'heure. Et il y a l'amendement du gouvernement, identique, numéro 16. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, concernant l'amendement numéro 16, donc présenté par le gouvernement, c'est un amendement de suppression de cet article. En effet, l'article 5 de la proposition de loi réécrit le délai de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Cette modification ne nous paraît pas utile dans la mesure où le port, la détention ou l'introduction d'une arme lors d'une manifestation peuvent déjà être réprimés par l'infraction actuelle de l'article 431-10 du Code pénal, qui sanctionne largement le fait de participer à une manifestation en étant porteur d'une arme. De la même façon, les précisions qui sont apportées quant aux objets pouvant servir d'armes, sont citées des fusées ou des artifices de toute nature, sont également inutiles dès lors que l'article 132-75 du Code pénal, auquel il est d'ailleurs fait renvoi dans la proposition, définit les armes par destination comme tout objet dont l'utilisation ou la destination est susceptible de créer un danger pour les personnes. Donc pour ces raisons, introduire des exemples de comportements ou d'armes dans la loi n'est pas souhaitable, car il nous semble que cela affaiblit le droit et peut soulever à terme des difficultés juridiques inutiles d'interprétation. Donc l'objectif est bien partagé, mais il nous semble qu'à droit constant, on y répond. Merci. L'amendement numéro 18, identique toujours, de Monsieur Mohamed Souili.
Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, nous proposons la suppression de cet amendement pour les motifs qui ont été avancés aussi bien par mon collègue Durin, mais aussi par Monsieur le Ministre, mais qui valent la peine que je les répète. Le quantum de la sanction pénale est ici démesuré et excessif. Désormais, avec l'article qui est proposé, qu'il s'agisse d'une personne détenant ou faisant usage de fusées ou artifices dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate, ou bien d'une personne porteuse d'une arme se trouvant dans les mêmes conditions, toutes deux seront susceptibles de se retrouver sous le coup d'une incrimination pénale identique, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc moi je trouve que c'est excessif, tout ce qui est excessif est vain, et j'adopte aussi la même argumentation de l'arsenal législatif qui, à mon sens, est suffisant pour ne pas en rajouter. Très bien, donc un avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces 4 amendements identiques. Oui, merci Monsieur le Président. Alors les arguments qui sont avancés par les auteurs de ces amendements de suppression sont variés. Pour le gouvernement, dans son amendement numéro 16, Monsieur le ministre explique que l'article 5 n'apporte rien de nouveau par rapport au droit existant. Et alors, pour le groupe La République En Marche, mon collègue nous semble considérer, avec son amendement numéro 18, que la protection des libertés fondamentales serait au contraire menacée par l'adoption de cet article. Vous avez parlé de mesures excessives. Il est vrai que l'article 5 procède pour partie à une réécriture de l'article 431-10 du Code pénal qui vise notamment à expliciter la notion d'arme par destination. Il comporte cependant deux autres mesures plus substantielles auxquelles nous sommes attachés. D'abord, je rappelle que l'article 431-10 du Code pénal sanctionne uniquement le port d'armes dans une manifestation. Nous proposons d'élargir un peu le champ de l'infraction en visant aussi les abords de la manifestation. En effet, les personnes à l'origine des débordements ne participent pas nécessairement à la manifestation, mais peuvent se trouver en marge. Ensuite, la proposition de loi vise à sanctionner les tentatives de ces délits. Quelqu'un qui tenterait, par exemple, de jeter un projectile sur la foule ou sur les forces de l'ordre, mais qui s'en trouverait empêché, pourrait ainsi être poursuivi et sanctionné. Ce sont les deux motifs qui nous ont conduits à souhaiter maintenir cet article 5 de la proposition de loi et donc émettre un avis défavorable aux deux amendements. Je peux considérer, Monsieur le Ministre, que la défense de votre amendement vaut avis sur l'ensemble des amendements identiques. Très bien. Donc, un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement, un seul vote sur les 4 amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Et nous passons au vote de l'ensemble de l'article 5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 6. Madame Éliane Assassi, parole sur article. Et merci, Monsieur le Président. Cet article 6 vise à étendre le champ de plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes s'étant rendues coupables des infractions liées à l'organisation ou à la participation à une manifestation, à renforcer la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Alors là, encore une fois, plutôt que de durcir notre droit pénal et de porter atteinte aux libertés fondamentales, il serait temps de donner de vrais moyens à nos forces de l'ordre pour qu'elles exercent un travail de démantèlement en amont, afin de mettre hors d'état de nuire les personnes violentes visées. Alors je sais bien qu'on va me répondre que ce n'est pas qu'une question de moyens, mais à force de dire que ce n'est pas une question de moyens, on ne parle plus de moyens. Or, nos forces de police, nos forces de l'ordre ont besoin de moyens supplémentaires pour assumer au mieux les missions de service public qui sont les leurs. La réponse pour nous au démantèlement de groupuscules tels que les Black Blocs ne réside sûrement pas dans l'accroissement des pouvoirs de police administrative ou dans le durcissement de notre droit pénal. Toutes les mesures de cette proposition de loi seront donc soit inefficaces, soit dangereuses pour nos libertés publiques. En outre, comme l'indique le rapport, l'interdiction de manifester n'est que très peu prononcée. Entre 1995 et 2017, 32 condamnations ont été assorties d'une peine complémentaire d'interdiction de participer
à une manifestation sur la voie publique. Par ailleurs, aucune condamnation n'a été prononcée pour non-respect de cette interdiction. Ainsi, donc, au-delà de l'affichage politique, je me pose moi aussi la question, pourquoi s'acharner à durcir toutes les peines existantes? Eh bien, parole sur article 6 aussi, à sa demande, Monsieur François Grosdidier. Oui, merci, Monsieur le Président. Si toute analogie avec les périodes sombres de l'histoire est particulièrement déplacée, on peut faire une analogie avec la façon dont nous parvenons à maîtriser, à réduire le phénomène du hooliganisme. Si les policiers demandent, et nous les avons entendus ensemble, Madame Assassi au sein de la commission d'enquête parlementaire, plus de moyens matériels, humains, informatiques, ils demandent aussi plus de moyens juridiques. Et enfin, on entend souvent dire qu'il faut renforcer et favoriser la prévention plutôt que la répression. La meilleure prévention en matière de dérapage dans les manifestations, eh bien, c'est justement d'empêcher les casseurs répertoriés bien, de s'y introduire à l'insu des organisateurs pour commettre tous leurs méfaits. Donc c'est pour toutes ces raisons que ces mesures d'interdiction de manifester pour des casseurs déjà éprouvés est particulièrement bienvenue. J'entends parfois dire que ça n'a pas empêché le hooliganisme, mais je peux vous assurer pour tous les élus qui sont confrontés à ce problème, si les dispositions législatives actuelles n'existaient pas et n'étaient pas mises en œuvre, le phénomène de hooliganisme serait aujourd'hui bien plus important dans les stades. Certes, toute disposition n'interdira pas, n'éteindra pas complètement un phénomène, mais ne pas mettre en œuvre des dispositions nouvelles quand un phénomène comme celui-là est croissant, eh bien, nous interdit précisément de le juguler. Donc je crois, faisons ce qui fonctionne contre le hooliganisme, mettons-le en œuvre pour assurer un peu plus de sérénité dans les manifestations, au bénéfice premier des manifestants et au bénéfice second de tous nos concitoyens et notamment des riverains. Merci. Donc nous examinons les 4 amendements identiques sur cet article, amendement de suppression. Le premier, Monsieur Durin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bon, je crois que ce stade, vous avez compris la position de notre groupe sur ce texte, mais cet article 6, il conforte le sentiment que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mesures qui sont des mesures d'affichage, qui confortent une orientation sécuritaire de cette proposition de loi, et nous ne sommes pas persuadés ni de leur efficacité, ni de leur caractère opératoire. Je suis en désaccord complet avec ce qui vient d'être dit par M. Grosdidier sur le hooliganisme. J'ai eu l'occasion d'en parler dans la discussion générale tout à l'heure. Et je pense que le sujet face à la guérilla que mènent les Black Blocs, ce n'est pas un sujet d'ordre législatif, c'est un sujet de doctrine d'emploi. On a là des gens qui sont violents, agiles, hypermobiles, et nous, on alourdit, vous proposez que nous alourdissions des dispositifs qui ne les contrarieront en rien et qui ne les dissuaderont pas. Donc sur l'extension du champ d'application de la peine complémentaire, la modification de la peine, et en rendant applicable l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'armes, nous ne voyons pas là des améliorations de nature à éviter les phénomènes violents que vous pensez combattre. Bien, pour l'amendement 15 rectifié de suppression de Madame Assassi, il a été défendu, je pense, avec la parole sur article. Et le 17, c'est le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, l'amendement numéro 17 donc, est un amendement de suppression de l'article 6, donc, puisque tel qu'il est rédigé, il nous semble qu'il élargit de manière disproportionnée le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester à des délits de moindre importance, comme le délit d'organisation d'une manifestation en méconnaissance de la procédure administrative, donc puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 700 € d'amende, ou le nouveau délit créé par la proposition de loi de dissimulation de son visage dans une manifestation. Donc, plus encore, l'article 6 étend le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour à ces mêmes délits, ce qui est également, nous semble-t-il, disproportionné au regard des peines principales encourues. Donc, notamment au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, qui indique que l'équilibre à trouver par le législateur entre ordre public et garantie des libertés constitutionnellement protégées
quand il crée une peine portant restriction de la liberté d'aller et de venir et fonction non seulement de la fixation de lieux déterminés où la peine s'applique et du pouvoir du juge de décider de prononcer la peine ainsi que de son champ d'application, mais aussi de la nature des infractions pour lesquelles la peine s'applique. L'extension des champs d'application des peines complémentaires d'interdiction de manifestation et d'interdiction de séjour nous semble disproportionnée. Donc l'amendement est un amendement de suppression de cet article. Merci. Et puis, toujours amendement de suppression, Monsieur Souili. Merci, Monsieur le Président. Si nous votons cet article 6 de la PPL, ne méconnaîtrions pas l'article 34 de la Constitution, dont nous tirons pourtant notre compétence en matière de garantie des libertés publiques. L'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique mérite d'être tempérée par une exigence de proportionnalité au risque d'entraver la liberté constitutionnelle d'aller et de venir. Et vous venez de rappeler cette décision du Conseil constitutionnel, Monsieur le Ministre. Il nous incombe donc d'assurer la bonne articulation des exigences de l'ordre public et de la garantie des libertés constitutionnellement protégées. Ce point n'étant pas satisfait, nous vous demandons donc de supprimer cet article 6. Merci. L'avis de la Commission sur ces 4 amendements identiques, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de répondre à Madame Assassi, qui a fait acte du fait qu'il y a peu de condamnations qui sont prononcées, en effet, très peu. Mais ceci est lié au manque de clarté, de visibilité pour les magistrats, car ces peines complémentaires les dispositions se trouvent actuellement dans le Code de la sécurité intérieure et nous proposons de les transférer dans le Code pénal. Je pense qu'il y aura une amélioration par rapport à la réponse qui sera faite par les magistrats. Sur les amendements 7, 15 rectifiés, 17 et 19, la Commission des lois considère que l'extension des peines complémentaires proposées dans cet article 6 comme un outil de prévention de la récidive de ces infractions. De plus, l'obligation de pointage, elle renforce l'efficacité de ces peines. Ces dispositions nous apparaissent donc particulièrement utiles. Une telle extension n'est pas disproportionnée parce qu'il s'agit de l'extension de la peine complémentaire de manifester ou de la peine d'interdiction de séjour. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, ce n'est pas disproportionné. Concernant la peine complémentaire d'interdiction de manifester, le texte de la Commission maintient l'obligation pour le juge de préciser les lieux définis. L'article 6 est donc conforme en tout point à la décision du Conseil constitutionnel de 1995. Concernant la peine complémentaire d'interdiction de séjour, qui est une peine plus lourde selon le gouvernement, je rappelle, Monsieur le Ministre, que cette peine est d'ores et déjà applicable à des délits punis d'une faible peine d'emprisonnement et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, elle est applicable au délit de demande de fonds sous contrainte qui est puni de 6 mois d'emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d'interdiction de séjour est également applicable pour le délit qui est prévu à l'article 431-22 du Code pénal. Cet article du Code pénal réprime d'une peine d'1 an d'emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans autorisation, donc l'intrusion dans un établissement scolaire. Ce délit et les peines complémentaires afférentes créées par la loi du 2 mars 2010, je rappelle que cette loi renforce la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, ont également été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel par une décision du 25 février 2010. En conséquence, mes chers collègues, l'application de cette peine complémentaire à des infractions punies d'1 an d'emprisonnement n'est pas disproportionnée et apparaît conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Donc, avis défavorable sur ces amendements. Merci. Je considère que l'avis du gouvernement est donné par la défense de son propre amendement. Merci. Donc, avis défavorable de la Commission sur ces amendements et avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Il y a un amendement numéro 20, Monsieur Mohamed Solihi.
L'article 6, comme cela a été expliqué tout à l'heure, à l'instar de bien d'autres articles de cette PPL, n'a pas institué les garanties constitutionnelles suffisantes quant à l'exercice des libertés publiques. Et l'avis favorable qui a été donné à cet amendement en commission tend à le confirmer, même si s'il a été confirmé ici par Madame la rapporteure, j'en serais très heureux. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Avis favorable. Et Monsieur le ministre pour le gouvernement, votre avis? Cet amendement ne semble pas. Donc j'en comprends la logique de cet amendement qui a été, qui est un amendement de repli, comme son auteur l'a indiqué. L'auteur aurait avant tout souhaité la suppression de cet article. Toutefois, a priori, ça ne nous semble pas indispensable puisque l'ajout envisagé ne permet pas de garantir la proportionnalité du dispositif, puisqu'il envisage uniquement de rappeler ce qui est déjà le principe en matière de fixation de la peine, à savoir la recherche de l'individualisation de la sanction. Donc moi, ce sera sagesse sur cet amendement. Bien. Donc il y a un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement sur cet amendement numéro 20. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons au vote de l'article 6 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et l'article 7 où il n'y avait pas d'amendement, je suis saisi d'une demande d'intervention sur article de Monsieur François Grosdidier. Vous avez la parole. Bien, sur tous les bancs de cette Assemblée, de la gauche démocratique à la droite républicaine en passant par le centre, nous partageons les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, même si nous pouvons nuancer sur les modalités de mise en œuvre de chacun de ces principes. Il y a par contre un principe qui souvent nous distingue, c'est le principe de responsabilité. Et nous y sommes très fortement attachés, responsabilité des individus dans tous les domaines, d'ailleurs y compris responsabilité des pollueurs. On a inscrit notre famille politique dans la Constitution par la Charte de l'environnement, ce principe dans la loi suprême. Et ici au Sénat, sur proposition du président Retailleau, nous avons, à l'unanimité du Sénat, introduit le principe du pollueur-payeur et du préjudice écologique dans le Code civil. Eh bien là, il s'agit d'instaurer le principe du casseur-payeur, tout simplement. Alors la première proposition de la proposition de loi pouvait présenter un inconvénient, celui de la responsabilité collective, même si ça aurait été celle des organisations qui ne maîtrisaient pas la manifestation, et présenter le risque d'une responsabilité in solidum de l'État et des casseurs qui aurait permis à l'État, éventuellement, je l'ai vu sur les dégâts miniers, de jouer au ping-pong et de se dégager au préjudice des victimes. Donc le meilleur dispositif est bien celui qui garantit l'indemnisation des victimes par l'État, mais qui permet cette action récursoire de l'État pour que les casseurs puissent aussi être les payeurs. Bien, merci. Donc je mets aux voix cet article 7. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette proposition est adoptée. Et voilà pour cette proposition de loi des sénateurs Les Républicains pour lutter contre les Black Blocs et les casseurs dans les manifestations. Alors ce texte prévoit par exemple d'instaurer des fouilles à l'entrée des cortèges de manifestants et permet au préfet d'interdire de manifestation certains individus, un pouvoir actuellement dévolu aux juges. Et le débat a été vif dans l'hémicycle puisque les sénateurs socialistes et communistes ont dénoncé un texte qui restreint le droit de manifester et qui est trop inspiré, selon eux, des mesures d'urgence contre le terrorisme. Ce débat au Sénat, c'était aussi le premier de Laurent Nunez, nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et ancien patron de la DGSI. Laurent Nunez a expliqué qu'il n'était pas hostile à des mesures anti-casseurs, mais que le gouvernement avait son propre calendrier sur la question et qu'un groupe de réflexion allait rendre des propositions début janvier. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur les chaînes parlementaires.
Dans quelques jours, les électeurs de Nouvelle-Calédonie décideront ou non d'accéder à l'indépendance. 30 ans après les violences, les plaies se sont-elles refermées? Les inégalités se sont-elles réduites? Les Kanaks peuvent-ils compter sur leurs ressources minières pour accéder à plus d'autonomie? Ce sera notre débat de la semaine dans Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, demain à 21h sur Public Sénat.